La salle d'audience était d'un silence inquiétant lorsqu'Emily Carter, 5 ans, franchit les lourdes portes en bois, sa petite main serrant la laisse de Rex, un berger allemand arborant une longue cicatrice dentelée le long du flanc. Tous les regards dans la salle suivirent la petite fille tandis qu'elle se dirigeait vers la barre des témoins, hésitante mais déterminée. Le juge Mark Sullivan, un homme expérimenté et fort de nombreuses années d'expérience juridique, se pencha légèrement en avant, observant l'enfant d'un regard mesuré. Il savait que le poids de toute l'affaire reposait sur ses épaules fragiles. Emily était l'unique témoin d'une tentative d'enlèvement, une affaire qui pouvait envoyer un homme dangereux derrière les barreaux à vie. Mais il y avait un problème, Emily n'avait pas prononcé un seul mot depuis l'agression. De l'autre côté de la salle d'audience, Richard Hale était assis à la table de la défense, l'air calme, voire suffisant. Ingénieur informatique de 45 ans, d'apparence modeste, et il avait été arrêté après qu'un témoin l'eût localisé sur les lieux de la tentative d'enlèvement d'Emily. Sa défense était solide, aucune preuve matérielle, aucun aveu, et un témoin incapable de témoigner. Son avocat avait déjà élaboré une stratégie visant à discréditer la capacité de l'enfant traumatisé à l'identifier. Puis quelque chose se produisit. Alors qu'Emily s'installait sur la chaise du témoin, son regard vert croisa celui de Richard Hale. Ses petits doigts tremblèrent tandis qu'ils exécutaient un mouvement subtil, à peine perceptible pour un œil non averti, un signal silencieux qu'elle avait appris au fil des semaines de thérapie. Seuls deux êtres présents dans la pièce le perçurent, Rex et le juge Sullivan. La réaction de Rex fut immédiate. Au moment où les doigts d'Emily tressaillirent dans cet appel silencieux à l'aide, le corps du chien se raidit, ses oreilles se dressèrent en avant, ses muscles se contractèrent comme un ressort. Un grognement sourd et guttural résonna du plus profond de sa poitrine, un son d'avertissement, de reconnaissance. Ses yeux bruns dorés se fixèrent sur Hale, inébranlable et perçant. Cette réaction provoqua un vague de malaise dans la salle d'audience, des murmures de spéculation emplissant l'air. La main du juge Sullivan s'abattit violemment sur le marteau, un coup sec résonnant comme le tonnerre. « Ce tribunal va suspendre l'audience de 15 minutes, déclara-t-il d'une voix inhabituellement pressante. La procureure, Jenna Collins, lui lança un regard interrogateur, mais il ne la regarda pas. Il jeta plutôt un coup d'œil à Emily, qui s'accrochait à Rex comme à une bouée de sauvetage. Quelque chose d'important venait de se produire, et il devait comprendre exactement ce que c'était avant que le procès ne se poursuive. Alors que la salle d'audience se vidait, Sullivan resta assis, l'esprit en ébullition. Il avait vu bien des choses au cours de ses années de magistrature, mais jamais un chien de thérapie n'avait réagi avec une telle certitude. Qu'avait reconnu Rex et, surtout, quelles conséquences cela avait-il sur l'affaire? Dehors, dans le couloir, Emily s'agenouilla près de Rex, ses petites mains serrant fermement sa fourrure. Sa mère, Sarah Carter, se pencha à ses côtés, lissant les cheveux bouclés de l'enfant de ses doigts tremblants. « Mon chéri, ça va » murmura-t-elle. Emily ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Sa prise sur Rex se resserra, sa petite silhouette se pressant contre lui. Jack Monroe, l'enquêteur principal sur l'affaire, observait la scène à quelques pas. Agent du FBI aux cheveux grisonnants et fort de dizaines d'années d'expérience, Monroe avait un instinct qui lui avait été précieux au fil des ans, et à cet instant précis, son instinct lui disait que ce qui venait de se passer dans cette salle d'audience allait changer la donne. Il s'approcha du juge Sullivan. « Quelque chose a effrayé ce chien » murmura-t-il à voix basse. « Je parie que mon badge lui a reconnu Hale. » Sullivan expira lentement, ses yeux bleus perçants se plissant. « Alors il faut trouver où ?» Pendant ce temps, dans le cabinet privé de la défense, Richard Hale était assis en face de son avocat, Michael Grave. Dès qu'ils furent seuls, l'assurance béate sur le visage de Hale se transforma en une expression plus froide. Ses doigts tambourinèrent sur la table tandis qu'il revivait ce moment dans sa tête. La fille n'avait pas parlé, mais le chien avait réagi. « Elle sait » murmura-t-il. Grave haussa un sourcil. « Quoi ?»« Rien » répondit Hale avec un sourire forcé. Mais son esprit s'emballait déjà. Ce chien pourrait bien être la clé pour tout démêler. Alors que la suspension de 15 minutes touchait à sa fin,
le juge Sullivan rajusta sa robe et prit une profonde inspiration. Il ne croyait pas aux coïncidences, et à cet instant, quelque chose lui disait que Rex venait de leur donner l'indice le plus important du procès. Il était temps d'approfondir la question, et pour la première fois depuis le début de l'affaire, il sentit le vent tourner. Tremblant. Chérie, ça va. Tu es en sécurité maintenant. Peux-tu dire au gentil policier à quoi il ressemblait? Les petites mains d'Émilie agrippaient fermement le pull de sa mère, mais elle ne parlait pas. Elle ne hochait pas la tête, ne secouait pas la tête. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, lui coupant complètement la voix. Elle n'a pas dit un mot depuis que je l'ai récupérée, murmura Sarah, la peur perçant dans sa voix. Elle refuse tout simplement de parler. L'agent Grant échangea un regard avec Monroe. Mutisme sélectif, murmura-t-elle, une réaction traumatique. Monroe soupira en se frottant la tempe. On n'a pas grand-chose. La description est vague, un homme, une camionnette noire, ça pourrait être n'importe qui. Martha Jenkins, témoin de la tentative d'enlèvement, s'avança. J'ai une partie de la plaque d'immatriculation, dit-elle fermement. Les 3 premières lettres, YKZ, le regard de Monroe se posa sur elle. C'était quelque chose. Sarah, toujours serrée contre elle, ressentit un sentiment d'impuissance. Sa fille, autrefois si pleine de vie, s'était repliée sur elle-même, et les jours suivants, la situation n'avait fait qu'empirer. Émilie cessa de jouer. Elle cessa de dessiner. Elle refusait de quitter la maison, tressaillant à la vue des voitures. Elle dormait à peine, et quand elle dormait, ses nuits étaient remplies de cauchemars silencieux, son petit corps se débattait contre des menaces invisibles. Ses cris ne venaient jamais, seulement des halètements de terreur qui réveillaient ses parents au cœur de la nuit. Sarah et David ont tout essayé, l'histoire, leur plat préféré, leur lapin en peluche adoré. Rien n'y faisait. L'enfant qu'ils connaissaient s'éloignait de plus en plus. Un soir, Sarah était assise en face de David à la table de la cuisine, les yeux creusés par l'épuisement. Le thérapeute m'a recommandé un animal de soutien, dit-elle doucement. David passa une main fatiguée dans ses cheveux. Tu crois vraiment que ça va aider? Je ne sais pas, admit Sarah, mais je suis prête à tout essayer. Aucune d'elles ne pouvait imaginer à quel point cette décision allait tout changer, car même si Émilie avait perdu la voix, quelqu'un pouvait encore l'entendre. Son nom était Rex. L'air du centre de réhabilitation animale du docteur Laura Bennett était chargé d'une odeur d'antiseptique et d'un parfum musqué de fourrure. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac rythmé de l'horloge et du grattement occasionnel des griffes sur le carrelage. Sur un grand lit orthopédique près de la fenêtre, un berger allemand gisait immobile, ses yeux marron foncé scrutant chacun de ses mouvements avec une intensité silencieuse. Il s'appelait Rex. Autrefois, il avait été l'un des meilleurs agents canins de la police municipale, un chien dont l'instinct et le dressage avaient sauvé des vies. Mais il portait désormais les cicatrices du sacrifice, une marque particulièrement marquée sur son flanc droit, souvenir indélébile de la nuit qui avait mis fin à sa carrière. 3 ans plus tôt, lors d'une opération pour secourir un enfant kidnappé, Rex s'était jeté sur un suspect armé sans hésiter. L'homme l'avait tailladé avec un couteau destiné à un officier, lui entaillant profondément la chair. Rex avait maîtrisé le suspect alors même que le sang noircissait sa fourrure. Dans les mois qui suivirent, la blessure ne guérit jamais complètement. Sa mobilité fut affectée et le service, à court de fonds, prit la difficile décision de le mettre à la retraite. Il avait été placé sur une liste d'euthanasie, jugé inapte au service. C'était avant l'intervention de Laura. Le docteur Bennett dirigeait le programme de thérapie animale depuis des années, se spécialisant dans les cas où les animaux pouvaient aider les survivants de traumatismes. Lorsqu'elle a entendu parler du cas de Rex, elle s'est battue pour l'adopter, convaincue que son esprit vif et sa loyauté indéfectible avaient encore de la valeur. Et maintenant, elle allait mettre cette conviction à l'épreuve. Sarah Carter était assise nerveusement sur une chaise, les doigts agrippés au tissu de sa jupe. Émilie se tenait derrière elle, jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de sa mère. La petite fille refusait de parler depuis l'incident, 2 semaines auparavant,
et malgré ses séances de thérapie, rien ne l'avait aidé à parler. Laura s'agenouilla à la hauteur d'Emily, d'une voix douce. « Salut, Emily. Je m'appelle Laura. Je travaille avec des chiens très spéciaux, des chiens qui aident les enfants qui ont vécu des expériences effrayantes. » Emily ne dit rien. Ses yeux verts se posèrent sur le grand berger allemand à quelques mètres. Rex resta assis patiemment, les oreilles dressées, mais ne s'approcha pas d'elle. Il se contenta d'observer, sa présence stable et inoffensive. « Veux-tu le rencontrer ?» demanda Laura. La petite fille ne répondit pas, mais elle ne courut pas non plus. C'était un début. Sarah lissa les cheveux de sa fille. « C'est un très gentil chien, ma chérie. C'était un chien policier, comme ceux de tes livres. » Laura donna un ordre discret, « Reste. » Le berger allemand ne broncha même pas. « Tu n'es pas obligé de t'approcher si tu ne veux pas, » continua Laura. « Rex attendra ici. Mais si tu te sens prête, tu peux lui tendre la main et il viendra à toi. » Emily hésita un long moment, figée sur place. Puis, centimètre par centimètre, elle s'écarta de derrière sa mère. Sa petite main se leva, hésitante mais posée. Rex resta immobile, attendant le signal final. Lorsque Laura acquiesça, il baissa lentement la tête et fit un pas prudent en avant, puis un autre, puis un autre. Au moment où son souffle chaud toucha la paume d'Emily, quelque chose changea. Les doigts d'Emily se recroquevillèrent légèrement, effleurant l'épaisse fourrure du chien. Le lien était établi. Sarah halta, pressant doucement une main contre sa bouche. C'était la première fois qu'Emily tendait la main à quelqu'un ou quelque chose depuis l'agression. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle murmurait « Oh, bébé ». Les petits doigts d'Emily s'enfoncèrent plus profondément dans la fourrure de Rex, l'agrippant comme s'il était la seule chose solide dans un monde devenu terriblement incertain. « C'est une bonne fille, Emily », sourit Laura. « Rex t'aime bien. » L'enfant ne dit rien, mais elle ne la lâcha pas. Au cours des semaines suivantes, Rex et Emily devinrent inséparables. À la maison, elle restait assise à ses côtés pendant des heures, ses petites mains caressant la cicatrice qui courait sur son flanc. Quand des cauchemars la réveillaient au milieu de la nuit, c'était le rythme cardiaque régulier de Rex qui la calmait. Bien qu'elle refusât toujours de parler, elle se remit à dessiner de simples dessins au crayon représentant une fille et un chien se tenant côte à côte, sur fond de silhouettes sombres. Un après-midi, alors qu'elle était assise par terre dans le bureau de Laura, Emily regardait Rex réaliser un tour simple lorsqu'un événement remarquable s'est produit. « Bon garçon », murmura-t-elle. Les mots étaient si doux que, l'espace d'un instant, Sarah crut les avoir imaginés. Mais en se retournant, elle vit Emily fixer Rex, les lèvres légèrement entr'ouvertes d'émerveillement, comme si elle aussi s'était surprise. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Laura posa doucement une main sur le bras de Sarah. « Elle lui fait confiance », murmura-t-elle. Parfois, la confiance est le premier pas pour retrouver sa voie. Sarah lui serra la main. « Alors, nous suivrons cette confiance, où qu'elle nous mène. » Et cela les mènerait là où ils ne s'attendaient pas, une salle d'audience où un monstre serait enfin démasqué. L'atmosphère dans la salle d'audience était chargée de tension. Les sièges de la galerie étaient occupés par des journalistes, des familles et des observateurs judiciaires, tous observant avec impatience l'ouverture de l'un des procès les plus médiatisés de ces dernières années. Au centre de la pièce, l'accusé Richard Ayoub était assis à côté de son avocat. Son expression était indéchiffrable malgré la gravité des accusations portées contre lui. Il paraissait d'un calme inquiétant, ses doigts tapotant rythmiquement le bois poli de la table de la défense. Assise à côté de sa mère, Emily Carter serrait fermement la laisse de Rex, ses petits doigts enserraient l'épaisse étoffe comme une bouée de sauvetage. Le berger allemand était assis à ses côtés, les oreilles dressées, ses yeux marron foncé rivés sur Aïe. De temps à autre, son nez frémissait, comme s'il sentait quelque chose de familier dans l'air. « Levez-vous tous. » La voix de l'huissier résonna dans la salle lorsque le juge Mark Sullivan entra, sa robe flottant derrière lui. Il prit place sur le banc surélevé,
son regard perçant scrutant la salle avant de se poser brièvement sur Emily et Rex. Il avait déjà décidé d'autoriser la présence du chien de thérapie, mais il savait que cette décision était loin d'être unanimement acceptée. Avant de passer aux déclarations liminaires, a déclaré Sullivan, d'une voix grave, mesurée et contrôlée, le tribunal entendra les arguments concernant la présence de l'animal de soutien dans cette procédure. Michael Grave, l'avocat de la défense, se leva avec aisance et ajusta sa cravate. Votre honneur, commença-t-il d'un ton poli mais ferme, si nous comprenons l'argument de l'accusation en faveur d'un soutien émotionnel, la présence de cet animal est extrêmement préjudiciable. Un grand berger allemand dans la salle d'audience pourrait susciter une réaction émotionnelle chez le jury, susceptible de le biaiser injustement contre mon client. Nous demandons que le chien soit retiré pendant le témoignage. Jenna Collins, la procureure principale, s'est immédiatement levée pour répondre. Votre honneur, a-t-elle déclaré, Emily Carter a 5 ans et a survécu à un traumatisme. Elle a reçu un diagnostic de mutisme sélectif suite à son expérience. Rex n'est pas là pour faire spectacle, mais comme animal de soutien médicalement nécessaire. Sa présence permet à Emily de participer à cette procédure sans être trop stressée. Le juge Sullivan se rassit, l'air indéchiffrable. J'ai déjà examiné les documents soumis par le psychologue pour enfants et le comportementaliste animal. Le chien est toujours là. Un murmure parcourut la salle d'audience, certains acquiescèrent, d'autres grommelèrent. Grave pinça les lèvres, mécontent mais peu disposé à discuter davantage, il retourna s'asseoir, jetant un rapide coup d'œil à Haye, qui demeurait étrangement impassible. Le procès commença sérieusement. L'accusation dressa un tableau effrayant des agissements de Haye, un schéma de manipulation, de tromperie et de comportement prédateur s'étalant sur des années. Des témoins furent appelés, dont la voisine âgée, Martha Jenkins, qui raconta le moment terrifiant où elle vit Haye tenter d'attirer Emily dans sa camionnette. Sa voix tremblait lorsqu'elle décrivit la façon dont il avait saisi le bras de l'enfant avant de s'enfuir. Face à la situation, Emily restait assise en silence, sa petite silhouette éclipsée par la grande chaise en bois. Ses doigts se crispaient parfois autour de la laisse, mais elle ne la lâchait jamais. Dès que la tension devenait trop forte, elle baissait les yeux vers Rex, qui restait parfaitement immobile, sa présence silencieuse la rassurant. Puis vint le moment de son témoignage. Un silence s'abattit sur la salle d'audience tandis qu'Emily était doucement conduite à la barre. Sarah Carter l'accompagnait, son regard protecteur ne quittant jamais sa fille. Elle aida Emily à s'asseoir avant de s'éloigner, bien que chaque muscle de son corps la brûlât du désir de prendre sa fille dans ses bras et de l'emmener loin de cet endroit. Jenna Collins s'approcha prudemment, d'un air doux et chaleureux. « Salut Emily, dit-elle avec un sourire tendre. Je sais que c'est un peu effrayant, mais n'oublie pas, tu n'es pas obligé de dire ce que tu ne veux pas dire. Tu peux simplement hocher la tête si tu te sens plus à l'aise. Et si jamais tu as besoin d'une pause, tu peux nous le faire savoir. » Emily ne la regarda pas, leurs regards ne se croisèrent jamais. Sa respiration était saccadée, mais soudain, comme s'il sentait son malaise, Rex pressa légèrement son corps contre sa jambe. Elle se pencha et saisit une poignée de poils. Lentement, elle hocha la tête. « Bien, dit Jenna d'une voix légère. Emily, peux-tu nous dire qui était avec toi dans ton jardin ce jour-là » Emily hésita. Elle ne releva pas la tête, mais après un long moment, elle leva lentement le bras et pointa Richard Haye du doigt. L'expression de l'accusé resta inchangée, mais quelque chose brilla dans ses yeux, une brève crispation involontaire de la mâchoire. Grave s'est immédiatement levé. Objection. L'enfant a vu à plusieurs reprises des images de mon client avant le procès. Cette identification n'est pas fiable. Le juge Sullivan leva la main. Décision annulée. Le jury déterminera la crédibilité du témoin. Jenna a continué, Emily, est-ce que cet homme t'a dit quelque chose ce jour-là? L'enfant ne parla pas. Elle fit un petit geste de la main, un signal subtil qu'elle avait déjà fait, celui que Rex comprenait. Le berger allemand réagit instantanément, ses oreilles se redressèrent brusquement, ses muscles se tendirent et un grognement profond et guttural s'échappa de sa poitrine.
Ce n'était pas agressif, c'était un avertissement. Cela provoqua une onde de choc dans la salle d'audience. Même le juge Sullivan se pencha en avant, les sourcils froncés. Grave se leva de nouveau, cette fois avec plus d'urgence. Votre honneur, je m'oppose. C'est théâtral? Mais Sullivan n'écoutait pas. Il observait Rex. Le chien s'était complètement immobilisé, toute son attention fixée sur Aïe, comme s'il reconnaissait une odeur que lui seul pouvait percevoir. C'était la même réaction qu'il avait eue lorsqu'Emily avait vu Aïe pour la première fois, ou la même réaction instantanée, instinctive. Une pensée traversa l'esprit de Sullivan. Puis il se tourna vers Jenna Collins. Mademoiselle Collins, dit-il d'une voix mesurée, cet animal a-t-il déjà eu des contacts avec l'accusé? Jenna hésita. Pas à ma connaissance, votre honneur. Sullivan se tourna vers la défense. Monsieur Aïe, avez-vous déjà rencontré ce chien? Pour la première fois, Aïe exprima une réelle émotion. Ses doigts, qui tapotaient si calmement auparavant, se serrèrent en poing. Il resta silencieux. Puis les yeux de Jenna s'écarquillèrent lorsqu'une soudaine prise de conscience la frappa. Elle se tourna vers son co-avocat et murmura quelque chose rapidement. Une seconde plus tard, un membre de l'accusation sortit précipitamment de la salle d'audience. Que se passe-t-il? Demanda Grave, sa patience s'amenuisant. Jenna se redressa, l'air indéchiffrable. Votre honneur, je demande une courte suspension d'audience. Il pourrait y avoir de nouveaux éléments pertinents pour cette affaire. Le juge Sullivan l'observa longuement avant d'acquiescer. Pause de 15 minutes. Alors que la salle d'audience se vidait, des murmures s'élevaient. Les spéculations se répandaient comme une traînée de poudre. Rex venait-il de reconnaître Richard Aïe? Et si oui, d'où? Quelque chose disait au juge Sullivan que la réponse à cette question allait tout changer. Le poids de l'affaire pesait sur l'accusation à mesure que de nouveaux éléments apparaissaient. Richard Aïe avait été officiellement lié à de multiples disparitions, mais sans le témoignage complet d'Emily, le procès était au bord de l'incertitude. Ce que personne n'avait prévu, cependant, c'est que la clé de l'élucidation de l'affaire ne viendrait pas de l'enfant, mais du berger allemand qui ne la quittait jamais. La matinée était fraîche lorsque l'équipe de l'accusation, dirigée par Jenna Collins, a présenté sa nouvelle requête visant à introduire de nouvelles preuves médico-légales. Les échantillons de sol trouvés dans la camionnette de Richard Aïe avaient été analysés, et les résultats indiquaient un lieu bien précis, une cabane isolée et inoccupée dans les bois du Nord. L'inspecteur Jacques Monroe, ayant travaillé sur des affaires similaires pendant des décennies, savait ce que cela pouvait signifier. Votre honneur. Collins s'adressa au juge Sullivan. Nous demandons une suspension d'audience de 24 heures pour suivre une piste cruciale. Nous pensons que ces preuves pourraient apporter la preuve finale nécessaire pour clore cette affaire. Michael Grave, l'avocat de Aïe, a immédiatement protesté. Votre honneur, ce n'est rien d'autre qu'une tactique dilatoire. Mon client a déjà subi un interrogatoire approfondi, et il n'existe aucune preuve solide le reliant à cette prétendue cabane. Les échantillons de sol sont, au mieux, circonstanciels. Le regard sévère du juge Sullivan fit air grave. Requête acceptée, déclara-t-il. L'accusation à 24 heures. L'audience fut levée. Dès que le marteau du juge retentit, Monroe et son équipe se mobilisèrent. Rex, le protecteur vigilant d'Emily, fut amené pour l'opération. Sa réaction face à Aïe avait été sans équivoque, peut-être avait-il senti quelque chose que l'œil humain avait manqué. L'équipe de recherche arriva à la cabane désolée en début d'après-midi. L'endroit était étrangement silencieux, les arbres environnants chuchotant au gré du vent. Une épaisse couche de poussière recouvrait le porche, mais de légères empreintes de pas menant à la porte arrière suggéraient une activité récente. Rex fut le premier à réagir. Dès qu'ils approchèrent de la cabane, le chien dressa ses oreilles, son museau frémissant avec une intensité intense. Son corps se raidit, la queue dressée, les muscles tendus comme un ressort. Il laissa échapper un grognement sourd, arpentant anxieusement le seuil. Cet endroit est mal choisi, murmura Monroe.
Rex sait qu'il y a quelque chose ici. L'équipe avançait prudemment, arme au poing. À l'intérieur, la cabine était dépouillée, une table, un lit de camp, des boîtes de conserve vides empilées dans un coin. Mais Monroe remarqua alors quelque chose d'étrange, le plancher près du mur du fond présentait une couture anormale, une légère empreinte qui semblait déplacée. Il frappa. Creux. Il y a quelque chose là-dessous. Avec une précision rapide, les agents détachèrent les planches. Ce qui se trouvait en dessous leur fit froid dans le dos, un étroit escalier descendait en spirale vers un sous-sol secret. L'air devint froid et humide à mesure qu'ils descendaient, la faible lumière révélant un spectacle horrible, des affaires d'enfants, de vieux jouets, de petites chaussures, un sac à dos rose délavé. Au fond, enchaînée mais toujours vivante, se trouvait une fillette. Emma Sullivan. La petite fille de 8 ans, portée disparue depuis 6 mois. Son visage était pâle, ses vêtements en lambeaux, mais dès qu'elle aperçut les policiers, ses yeux se remplirent de larmes de reconnaissance et de soulagement. À l'aide, murmura-t-elle, la voix rauque à force de ne plus s'être servie. Rex réagit immédiatement, tirant sur sa laisse, gémissant comme s'il ressentait la souffrance endurée par cet enfant. Monroe se précipita, détacha les chaînes et prit Emma dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant, » lui assura-t-il. « On te tient. » Emma s'accrochait à lui, son corps fragile tremblant. La recherche était enfin terminée, mais le cauchemar n'était pas encore terminé. De retour au tribunal, la nouvelle du sauvetage d'Emma se répandit comme une traînée de poudre. La salle était bondée tandis que Collins se préparait à porter le coup final contre Hay. Le juge autorisa la présentation de la découverte d'Emma comme preuve, ainsi que de l'échantillon de sol reliant la cabane à son véhicule. Monsieur Hay, s'adressa Collins à l'accusé d'une voix aussi tranchante que l'acier, comment expliquez-vous la présence d'un enfant enlevé, enfermé dans un sous-sol sur une propriété directement liée à vous? Pour la première fois, Richard Hay parut secoué. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia-t-il. Jenna Collins insista, d'un ton ferme. Votre ADN a été retrouvé sur les chaînes. Les pneus de votre véhicule correspondent aux traces à l'extérieur de la cabine. Et surtout, Emma Sullivan est vivante, ce qui signifie qu'elle peut témoigner contre vous. Le poids de ces mots pesait sur la salle d'audience. Un seul survivant signifiait un témoin capable à lui seul de démanteler sa défense. Le sang-froid soigneusement construit de Hay commença à s'effriter. Son avocat lui murmura furieusement à l'oreille, mais il était clair qu'il était acculé. Et puis, la même chose se reproduisit. Rex, allongé au pied d'Emily, releva soudain la tête, les yeux plissés vers Hay. Ses poils se hérissèrent, un grognement sourd résonna dans sa poitrine. Le silence retomba sur le berger allemand qui avançait lentement et délibérément, le regard fixé sur l'accusé. C'était un regard de reconnaissance. Hay tressaillit. Tout le monde le vit. L'homme qui avait maintenu son arrogance tout au long du procès transpirait visiblement, les mains agrippées au bord de la table. Il se tourna vers son avocat, marmonnant frénétiquement quelque chose, puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, dit « Je veux modifier ma plaidoirie ». Des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle. Le regard du juge Sullivan s'assombrit. « Monsieur Hay, déclarez-vous vouloir plaider coupable ?» La salle retint son souffle. Hay expira en tremblant. « Oui. » La fin brutale du procès a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Richard Hay a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, sa condamnation scellant le sort d'un homme qui avait terrorisé des familles pendant des années. Mais les véritables héros de l'affaire n'étaient pas seulement les avocats ou les enquêteurs, c'était une fillette de 5 ans qui avait trouvé son courage et un chien qui ne l'avait jamais abandonnée. Dans les jours qui suivirent la condamnation, Emily prononça ses premiers mots depuis des semaines. Tenant le visage de Rex dans ses petites mains, elle murmura « Merci ». Ses parents pleuraient, sachant que leur fille retrouvait enfin son chemin vers eux. Et tandis que Rex remuait la queue, la caressant doucement, il était clair que certains liens étaient indestructibles. Quelle que soit l'obscurité du monde, il y aurait toujours des gens prêts à résister à l'obscurité, même à 4 pattes.